Lumière. 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 Lumière sur la néophobie alimentaire avec Jean-Pierre Thibault, professeur de psychologie du développement à l'Université de Bourgogne, rattaché au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à Dijon. Beaucoup d'entre nous sommes déjà passés par cette étape, mais on s'en souvient pas forcément. Les parents, en revanche, s'en souviennent certainement. Non, je veux pas manger ça. Mais si, goûte-le au moins. Ça vous dit quelque chose ? Mais enfin, pourquoi certains enfants de 2 à 3 ans ont tant de mal à manger les fruits, légumes et poissons qu'on leur propose ? Il est facile d'imaginer que c'est par simple goût ou dégoût de certains aliments. Et si je vous dis que c'est une étape parfaitement normale du développement chez l'enfant, on appelle ça la néophobie alimentaire, c'est le fait de refuser de goûter de nouveaux aliments. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Thibault, professeur en psychologie du développement à l'Université de Bourgogne, rattaché au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement, le LEAD. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Benjamin. Jean-Pierre Thibault, vous êtes donc, je le disais, professeur de psychologie du développement et travaillez justement sur la néophobie alimentaire. Alors, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises dans mon introduction, alors je me retourne vers vous. C'est quoi en fait la néophobie alimentaire ? Eh bien, c'est un phénomène qu'on observe chez des enfants de 3 ans. Je peux expliquer pourquoi vers 3 ans seulement. On considère en général qu'il y a un pic entre 3 ans et 6 ans. Et puis, ce que ça devient par la suite est un peu plus mystérieux. On peut, en tout cas pour certains auteurs, on en voit les traces jusqu'à l'adolescence ou même jusqu'à l'âge adulte. Donc, comme le nom l'indique, néophobie alimentaire. Et pourquoi 3 ans à 6 ans ? Vous voyez tout de suite qu'après 6 ans, on a été confronté à un très grand nombre d'aliments. Et donc, on ne peut plus vraiment dire que les aliments sont nouveaux. Par contre, là où on continue à en voir des traces par la suite, et d'éventuelles traces par la suite, en effet, c'est à l'adolescence, des gens continuent à dire, sur des présentations un peu innovantes d'aliments, non, je ne veux pas manger ça. Ils restent sur des répertoires alimentaires relativement restreints. Et donc, il y a un indice de cette néophobie, c'est chez des personnes qui ne souhaitent pas être confrontés à des aliments qui sont un peu particuliers. Dans nos connaissances, quand on va au restaurant, des gens vous disent « Ah non, ça je ne sais pas ce que c'est et je ne veux pas le manger », y compris des adultes, si vous voulez. Ce qu'on ne sait pas très très bien, c'est quelle relation il peut exister entre ce phénomène néophobique qui est assez marqué chez de jeunes enfants de 3 à 6 ans, comment il peut se développer par la suite. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut l'observer à différents âges. Alors, c'est une étape de la vie qui fait partie du développement de beaucoup d'enfants, mais on se demande qu'est-ce qu'une pomme ou une carotte peut bien avoir pour être systématiquement mise de côté ? Il doit bien y avoir une raison. D'où ça vient exactement ? Ce n'est pas... Comme souvent, les phénomènes psychologiques sont multifactoriels, donc ce n'est pas toujours facile de savoir quelles sont les raisons qui ont amené cette néophobie. Et en effet, la recherche elle-même n'est pas du tout, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas cohérente, elle met en lumière un grand nombre de facteurs qui sont à la fois biologiques, on parle ici de phénomènes d'hérédité, donc ça voudrait dire que certaines personnes sont plus susceptibles par tempérament de développer des enfants, seraient plus susceptibles de développer cette néophobie. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux qui se classent en plusieurs sous-catégories. Par exemple, ça peut être des facteurs associés à l'alimentation que les enfants ont reçue au début, juste après la naissance, si vous voulez. Donc là, il y a des relations qui ont été montrées entre ce qui est proposé et la néophobie ultérieure. Il y a aussi des facteurs environnementaux dans le sens familial, c'est-à-dire que les parents, si eux-mêmes sont néophobes, donc continuent à avoir un répertoire d'aliments assez limité, eh bien ces parents-là peuvent d'une certaine façon transmettre leur néophobie, si vous voulez. Alors, il y a aussi d'autres facteurs qui sont ceux que nous, on étudie plus particulièrement et qui sont des facteurs dits cognitifs. Alors, dans quelle mesure ils sont généraux ou spécifiques à l'alimentation ?
n'est pas tout à fait évident, n'est pas bien connu à l'heure actuelle. On est d'ailleurs en train de faire des expériences à ce sujet aujourd'hui et dans les semaines qui suivent. On a commencé l'année dernière pour étudier un peu cette spécificité. Or, un point que je n'ai pas, je reviens, c'est tout de même important, un point sur lequel je veux exprimer, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça commence à 3 ans et pas avant. Donc en fait, la néophobie alimentaire, elle se manifeste chez des enfants qui, avant de se manifester, cette néophobie, eh bien, ils acceptaient de goûter. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils refusent de goûter à vue. Donc, ils n'ont pas goûté. Donc, ce n'est pas une question de goût. Ça peut être une question d'apparence, mais ce n'est pas une question de goût. Or, pourquoi 3 ans ? Eh bien, parce que, et c'est là les phénomènes que nous étudions, des phénomènes cognitifs, c'est que la catégorie des aliments, en tant que grande catégorie, eh bien, n'est pas encore formée, si vous voulez. Ils ne savent pas faire la distinction entre un monde d'aliments et un monde qui ne soit pas des aliments. D'ailleurs, vous admettrez, beaucoup de parents sont très embêtés par leurs enfants, enfin embêtés, vous me comprenez, par leurs plus jeunes enfants, parce qu'ils ont tendance à mettre tout en bouche. Et ça, c'est une période transitoire, parce que on peut, en tout cas, une partie de l'explication, c'est que les enfants, ils ne savent pas du tout ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Donc ce monde-là devient un monde un peu à part, le monde des aliments, à partir de 3 ans. Et donc, une fois que c'est un monde à part, je peux dire oui ou non, je veux goûter de nouveaux aliments ou pas. Or, à nouveau, je reviens à votre question, pourquoi est-ce que certains développent cela ou pas ? Bon, ce n'est pas très très bien connu, c'est en effet ce que nous on essaye de voir. Bon, les grandes variables génétiques et environnementales ne nous disent pas exactement, enfin nous disent quelles sont les influences, mais ne nous disent pas comment un individu particulier, d'une certaine façon, va les appliquer pour lui et décider si oui ou non il veut goûter des nouveaux aliments. Alors peut-être encore une chose qui est fort importante, c'est que malheureusement, cette néophobie alimentaire ne touche pas à tous les aliments, elle touche essentiellement les fruits et les légumes. Alors ça peut avoir, bon là je ne veux pas jouer le rôle du biologiste ou du physiologiste bien entendu, mais une des choses qui s'écrit souvent, c'est que malheureusement la diminution du répertoire alimentaire peut conduire à une alimentation moins équilibrée, puisque fruits et légumes, les physiologistes nous le disent, sont essentiels ou sont très importants pour notre alimentation. Et donc petit à petit, si on développe pas un répertoire alimentaire de plus en plus important, eh bien on finit par avoir au contraire un répertoire alimentaire relativement restreint, et ce répertoire-là, souvent ce sont les aliments faciles. Donc comme nous on est fait comme être humain pour aimer le gras et le sucré, vous voyez tout de suite que ça peut être un peu embarrassant. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Pierre, vous étudiez donc la psychologie du développement pour mieux comprendre comment grandissent les enfants et ce qui peut éventuellement freiner leurs apprentissages, et la néophobie alimentaire n'est pas votre seul sujet de recherche. Je crois que vous travaillez également sur la manière dont les enfants apprennent de nouveaux mots. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos recherches ? Absolument. À vrai dire, la raison pour laquelle je m'intéresse à la néophobie alimentaire et aux catégories alimentaires, en fait, c'est pour cette raison-là que je suis venu dans la question de la néophobie, c'est parce que c'est un problème de conceptualisation, et mon problème principal, c'est l'étude des concepts. Et ce que vous dites, l'apprentissage du langage, l'apprentissage du lexique, c'est d'abord un problème de conceptualisation, de catégorisation. En d'autres mots, pour bien appliquer les mots, dans notre sens adulte, pour les utiliser à bon escient, il faut avoir compris à quoi ils renvoient dans la réalité. Donc pour comprendre que ceci est un stylo, eh bien je dois avoir compris qu'il y a des caractéristiques relativement stables au stylo et qui font que ce type d'objet s'appelle stylo. Petit à petit, j'apprends que ce n'est pas la même chose qu'un crayon, par exemple, ou que ce n'est pas la même chose qu'une gomme. Donc des choses qui sont reliées dans le même champ sémantique, comme on dit, mais qui ne portent pas le même nom. Alors ce n'est pas si facile que ça, on pourrait penser, c'est juste de l'étiquetage, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que souvent, même pas souvent, toujours, les objets, ils se nomment à plusieurs niveaux de complexité.
revenons à nos aliments. Donc, la première chose que vous diriez si vous voyez un certain type d'objet qu'on appelle pomme, vous dites c'est une pomme. Mais vous pouvez aussi apprendre, si vous allez au marché, c'est pas très utile de dire que vous voulez des pommes si votre vendeur en a 20 sortes devant vous. Hein, il va vous dire mais lesquelles. Donc vous apprenez à différencier différents types de pommes. Et vous voyez tout de suite, c'est des indices qui sont beaucoup plus ténus. Et de l'autre côté, vos pommes sont aussi des fruits. Donc vous devez apprendre vous apprenez petit à petit comme enfant que les pommes, ça se range dans une plus grande catégorie qui est la catégorie des fruits. Et il ne faut pas avoir fait un doctorat en biologie pour apprendre ça, c'est des choses qui apparaissent un peu plus tard. Et pourquoi est-ce que ça apparaît plus tard ? Parce que c'est un monde plus disparate. C'est difficile de comprendre pourquoi la banane, qui n'est pas pareille, qui n'a pas le même goût, qu'on ne mange peut-être pas en même temps que la pomme ou la prune ou la poire, tout ça c'est la même chose d'une certaine façon. Ce sont des fruits, si vous voulez. Et on peut encore augmenter la complexité avec aliments, vivants, vous voyez. Et tout. Plus on monte dans la hiérarchie, comme on dit, taxonomique, c'est le mot technique, et plus c'est compliqué de comprendre ce qui fait que c'est commun. Et là, souvent, en effet, on a besoin de faire des études pour le comprendre. Mais les enfants le comprennent déjà. Alors, une autre question qui m'intéresse beaucoup dans cet aspect de développement conceptuel, donc développement des catégories, c'est ce que les gens appellent, c'est ce qu'on appelle dans notre domaine les théories naïves. C'est-à-dire que nous développons des explications, et les enfants le font aussi très jeunes, nous développons des explications qui ne sont pas les explications scientifiques, mais qui ressemblent à des théories. On l'a bien vu quand vous parliez avec les gens qui sont pas nécessairement, qui ont peut-être pas de grandes connaissances médicales, comment au moment du Covid, il interprétait, il réexpliquait ce qu'on entendait pourtant quasi tous les jours à la télévision. On avait parfois des interprétations un peu fantaisistes. Eh bien, on a la même chose chez les enfants, si vous voulez. En une phrase, un enfant de 3, 4, 5 ans peut se dire qu'est-ce que c'est que digérer ? Des expériences qui ont été faites pour rester dans la nourriture, et il va dire la digestion, c'est les aliments, ils tombent dans l'estomac et puis ils tombent plus bas dans les pieds. Et donc si vous êtes un peu plus, disons, corpulent, c'est parce que vous avez accumulé trop d'aliments. Et à mesure que vous marchez, eh bien les aliments se tassent dans les pieds et puis ça remonte, si vous voulez. Bon, il y a une théorie qui a l'air un peu bizarre, étrange, rigolote, mais qui, si vous n'avez pas de principe physiologique derrière, après tout, c'est pas stupide. Vous pourriez dire, le corps, puisqu'on me dit que ça va dans l'estomac, c'est qu'il y a une sorte de boîte, pourquoi est-ce que ça n'irait pas plus bas dans d'autres boîtes ? Il y a une certaine rationalité, c'est ça qui est intéressant, et c'est à nous à découvrir ces rationalités qui ne sont pas nécessairement, qui ne sont pas du tout dans le cas présent, les rationalités scientifiques, si vous voulez. Alors, quand on parle de sujets de recherche en lien avec les enfants, plein de questions nous viennent. On se demande toujours comment ça se présente. Est-ce que vous recevez les enfants au laboratoire ? Comment vous les sélectionnez ? À quels exercices ils sont soumis ? Est-ce que vous avez des outils particuliers ? Oui, tout à fait. D'abord, par rapport à votre question, est-ce qu'on les reçoit au laboratoire ? On pourrait, mais en général, on ne le fait pas. En tout cas, moi, je ne le fais pas, et mes collègues au laboratoire, je crois, la plupart du temps, ne le font pas. On a des accords avec les écoles, avec l'inspection académique, et puis on va voir dans les écoles, et puis à la longue, ils nous connaissent. Et donc, on va faire nos expériences, d'abord dans un environnement qu'ils connaissent bien, dans une pièce calme, pour commencer. Donc, c'est plus facile aussi, stratégiquement, de faire de cette manière-là. Et nous avons des techniques. Alors, soit ce sont des techniques qui sont, comme on dirait, ce sont des tests, qui sont des tests normés, qui existent, qui ont été développés par des collègues, mais pour faire nos expériences sur nos questions spécifiques, eh bien, nous utilisons du matériel que nous devons créer nous-mêmes en fonction des questions que nous nous posons. Donc, par exemple, aujourd'hui, je parlais tout au début, je disais qu'on s'intéresse à la spécificité dans le cas de la néophobie. Donc, une façon de montrer, si vous voulez, c'est de présenter des tâches à des enfants à qui on a fait passer d'abord des tests pour déterminer s'ils sont néophobes ou pas néophobes, parce que en fait, c'est un gradient. Vous pouvez être soit très néophobe, soit très néophile, vous adorez goûter tout ce qui est nouveau, mais vous pouvez être aussi entre les deux, ni l'un ni l'autre, en quelque sorte. Donc c'est vraiment ce gradient. Donc d'un côté, on a cette mesure,
Et de l'autre côté, on regarde si nos tâches, par exemple des tâches de catégorisation d'aliments ou des tâches de raisonnement sur les aliments, sont affectées par la néophobie. Et ici, ça devient une mesure assez simple, sans rentrer dans le technique, qui est tout simplement de regarder si est-ce que les enfants qui sont de plus en plus néophobes, donc les plus néophobes, sont aussi ceux qui raisonnent le moins bien sur les aliments. Et tous nos résultats montrent que c'est le cas pour le moment. Et donc on essaye de trouver des facteurs cognitifs derrière tout ça. Donc la tâche qu'on montrerait, ce serait simplement montrer des aliments. Le plus simple, ce serait ça. Montrer des aliments et demander de les classer selon différentes modalités que nous choisissons pour tester nos hypothèses. Et par rapport à la spécificité, on pourrait aussi présenter, c'est ce qu'on fait, d'autres stimuli qui ne sont pas des aliments pour voir si les néophobes sont aussi en difficulté dans le cas de stimuli non alimentaires. Ça, c'est intéressant parce que si c'était le cas qu'ils sont aussi en difficulté, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas que néophobes sur la nourriture, mais aussi sur d'autres choses. Et nos premiers résultats sont montrés que c'est plus général que simplement la nourriture. Vos sujets de recherche sont en parfait équilibre entre les sciences humaines et sociales et la biologie, preuve que la notion de science dure et molle n'a pas vraiment de sens. C'est d'ailleurs la force du laboratoire dans lequel vous travaillez, le LEAD. Alors, comment faites-vous la part des choses entre la psychologie et la biologie ? Est-ce que c'est forcément complémentaire ? Ce l'est totalement, oui. La psychologie, nous on classe souvent, dans beaucoup d'universités françaises, on place la psychologie dans les sciences sociales, mais pour beaucoup d'entre nous, on préférerait, c'est peut-être pas un mot, on se considère comme un membre des sciences biologiques. D'ailleurs, au CNRS, on est dans les sections vivants et pas dans les sections de sciences sociales. Alors, que ce soit complémentaire, ça paraît évident. Par exemple, pour vous donner un exemple, moi, j'étudie pas directement les bases neuronales, donc je ne fais pas d'imagerie, je ne fais pas d'électroencéphalographie, mais j'ai des collègues qui le font sur mathématiques. Mais par contre, ce qui paraît assez évident, c'est que nous savons très très bien que les facteurs cognitifs que nous étudions et qui sont corrélés avec ce qu'on fait, par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctions exécutives, pour dire en 2 mots ce que c'est ce qui nous permet de contrôler les comportements. Donc, par exemple, dans une pièce, vous imaginez, vous êtes en train de travailler, puis il y a des bruits à l'extérieur. Le bruit peut vous perturber. Donc, une de ces fonctions de contrôle, ça peut être l'inhibition, et l'inhibition nous permet en quelque sorte, de rejeter en dehors de notre espace mental ce bruit. Si évidemment il devient trop important, peut-être qu'on ne va pas y arriver. Ou de stimuli qui peuvent être perturbants à un moment donné, qui apparaissent, vous êtes concentré sur votre tâche, vous ne les voyez même pas, vous ne les percevez même pas. Donc ça, c'est de l'inhibition. Et du point de vue du développementaliste, c'est très important d'avoir les notions biologiques, parce qu'on sait très très bien que cette inhibition se développe au cours du temps, mais pas n'importe quand. Et c'est corrélé avec le développement de certaines aires du cortex préfrontal. En fait, ces fonctions exécutives sont gérées par le cortex préfrontal. Donc tout ça, il est très important de le savoir, puisque vous pouvez vous attendre, sachant quand le cortex préfrontal va se développer et ce qui prend en charge l'inhibition va apparaître, plus ou moins, vous pouvez vous dire, là, on devrait peut-être en voir des manifestations comportementales. Donc on ne peut pas faire je ne peux pas faire ces études-là avec les concepts que j'ai, et mes techniques de plus comportementales, je ne peux pas les faire en dehors, en abstraction de la base biologique, même si moi je n'étudie pas ces manifestations directement. C'est pas vraiment mon rayon en quelque sorte. Vos sujets de recherche sont passionnants et je me demande comment vous avez fait pour en arriver là. Est-ce que petit, déjà, vous vouliez être scientifique ? Racontez-nous votre parcours. Je ne sais pas si je voulais être scientifique quand j'étais petit, parce que je viens d'un milieu même plutôt modeste, et donc je n'ai pas été confronté à ces questions-là, ces valeurs-là dans la famille, puisque mes parents ne connaissaient absolument pas ce monde-là. Mais par contre, j'ai toujours été, je crois, assez curieux, un peu
actif, peut-être, je vais pas dire hyperactif, mais bon, bref. Et je ne sais pas pourquoi, mais dès le lycée, je voulais déjà faire psycho. En fait, quand mes enseignants me disaient ah ben tiens, tu pourrais faire ci ou ça, il n'y avait jamais psycho dedans, c'est moi qui ai décidé. Pas d'ailleurs, je me souviens très bien, ça fait parfois rigoler mes condisciples de l'époque. Enfin, c'est pas pour les mêmes raisons que je voulais faire psycho à l'époque, mais bon, j'ai changé complètement la perspective qui avait été ma première perspective, donc j'ai voulu faire de la psycho scientifique, disons à l'université, je me suis dit ça c'est vraiment bien, et puis je me suis retrouvé en position de le faire, puisqu'il faut aussi avoir la possibilité de faire des thèses de doctorat, d'avoir des financements, comme vous le savez. Et voilà, donc en fait, ça fait toujours été intéressé par ces questions-là. Alors pourquoi, comment, ça j'en sais rien. Un grand merci Jean-Pierre Thibault de nous avoir partagé votre parcours et éclairé sur la néophobie alimentaire. Je suis sûr que beaucoup de parents sont rassurés de savoir que ce n'est qu'un passage. On ne peut plus normal dans le développement de l'enfant. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. C'était Lumière sur la néophobie alimentaire avec Jean-Pierre Thibault, professeur de psychologie du développement à l'Université de Bourgogne, rattaché au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à Dijon.